Épisode 1. L'arrivée en larmes. Je m'appelle André, j'ai 24 ans et je vis dans une petite ville du sud de la France, à 10 minutes de la mer. Depuis presque 2 ans, je travaille dans une station de lavage automatique. Ce n'est pas un métier de rêve, mais j'aime la tranquillité des fins de journée, quand les machines se taisent et que je peux enfin souffler. Ce soir-là, je m'apprêtais justement à fermer. Il était presque 22 heures, l'air devenait frais et j'avais déjà éteint la moitié des lumières. Je ramassais les derniers gants de nettoyage quand j'ai entendu un moteur hésitant s'approcher. J'ai levé la tête, surpris, parce qu'à cette heure-là personne ne vient encore laver sa voiture. Un vieux Peugeot gris s'est arrêté devant moi, un peu de travers. La portière s'est ouverte lentement et une jeune femme en est sortie, les yeux rouges, les joues mouillées de larmes. Elle tremblait tellement qu'elle peinait à fermer la portière derrière elle. Je me suis avancé, sans trop savoir quoi dire. Elle respirait vite, comme si elle avait couru pendant des kilomètres. Ses mains serraient le volant encore quelques secondes avant qu'elle ne le lâche. Quand elle a enfin relevé le regard vers moi, elle a murmuré d'une voix brisée. « Il m'a tout pris ». C'était tout ce qu'elle arrivait à dire. Je ne la connaissais pas, et pourtant, à cet instant, j'ai senti que je ne pouvais pas la laisser seule. Je lui ai proposé d'entrer dans la petite salle du personnel, là où il y avait un radiateur et une vieille bouilloire qui servait surtout à me tenir compagnie pendant les nuits fraîches. Elle m'a suivi sans un mot, essuyant maladroitement ses larmes du revers de la main. À l'intérieur, elle s'est assise sur la chaise la plus proche, comme si ses jambes ne pouvaient plus la porter. J'ai préparé du thé, le seul que j'avais, un sachet à moitié déchiré. Quand je le lui ai tendu, elle m'a regardé comme si cela suffisait déjà à alléger un peu ce qu'elle vivait. Elle a inspiré profondément avant de reprendre. « Mon copain, il m'a laissé sans rien. » Elle a expliqué qu'elle venait de quitter un appartement où elle avait laissé presque toutes ses affaires. Argent, vêtements, documents, même son téléphone avait été cassé. Elle n'avait gardé que cette voiture usée qui menaçait de tomber en panne. Je l'écoutais sans l'interrompre, parce que chaque pause dans ses paroles semblait contenir encore plus de douleur. Dehors, la station était plongée dans le silence. À l'intérieur, une étrange calme s'installait aussi. Je ne savais pas qui elle était, ni pourquoi elle avait fini ici précisément. Mais je savais une chose, si elle repartait dans cet état, seule, au milieu de la nuit, elle n'aurait nulle part où aller. Alors je lui ai simplement dit qu'elle pouvait rester un moment, le temps de reprendre son souffle, de se sentir en sécurité. Elle a hoché la tête, incapable de parler davantage, mais ses épaules se sont légèrement détendues. Pour la première fois depuis son arrivée, elle a cessé de trembler. Ce soir-là, j'ai compris que parfois une rencontre commence sans prévenir, dans un lieu banal, sous des néons fatigués, alors que l'on pensait seulement rentrer chez soi, et que certaines personnes entrent dans notre vie d'une manière si inattendue qu'on ne peut pas l'oublier. Épisode 2. Le lendemain qui change tout. Le lendemain matin, je pensais encore à cette inconnue en larmes. Je m'étais demandé si elle avait trouvé un endroit où dormir, si elle avait réussi à calmer cette détresse qui lui tordait la voix. La station ouvrait à 9 heures et, comme d'habitude, j'étais là un peu en avance. Je balayais l'entrée quand j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné et je l'ai vue. Elle semblait fatiguée, mais différente de la veille. Plus droite, plus présente. Elle m'a salué timidement et m'a remercié d'un simple merci qui, pourtant, semblait venir de très loin. Je lui ai demandé comment elle allait, et elle a haussé les épaules avant de souffler qu'elle avait dormi dans la voiture, sur un parking éclairé. Pas l'idéal, mais au moins elle ne s'était pas sentie en danger. Elle m'a dit s'appeler Nathalie, 22 ans, serveuse dans un petit café du centre-ville. Sa voix était plus posée que la veille, mais chaque mot trahissait encore une fatigue lourde. Je l'ai invitée à entrer, plus par instinct que par réflexion. Elle n'était pas venue pour laver la voiture, je le savais bien. Elle avait quelque chose d'autre à dire, ou peut-être simplement besoin d'un endroit où être entendue. À l'intérieur, elle s'est assise à la même place que la veille, comme si le simple fait de retrouver cet espace la rassurait. Elle a parlé lentement, en choisissant ses mots. Son compagnon, avec qui elle vivait depuis presque 1 an, avait fini par contrôler tout. Son argent, ses déplacements, ses affaires. Quand elle a enfin décidé de partir, il avait gardé la plupart de ses effets personnels et son dernier salaire. Elle n'avait presque rien pris, sauf les clés du Peugeot qu'elle empruntait parfois pour aller travailler. Je ne savais pas quoi répondre. Ce n'était pas mon rôle d'être conseiller ou sauveur. J'étais juste un gars de 24 ans qui nettoie des voitures. Pourtant, quelque chose en moi refusait de rester spectateur. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Julien, un ami d'enfance qui louait une petite chambre derrière son garage. Rien de luxueux, mais propre, et surtout libre. Quand je lui ai expliqué la situation, il a accepté sans hésiter. J'ai tendu le téléphone à Nathalie pour qu'elle entende par elle-même.
Sa réaction m'a surpris. Un silence long, presque fragile, puis un léger sourire, le premier que je voyais sur son visage. Elle m'a murmuré que je n'étais pas obligé de faire tout ça. Mais si je ne le faisais pas, qui le ferait pour elle à cet instant précis? Nous sommes allés voir la chambre à la pause de midi. Un lit simple, une fenêtre donnant sur un petit jardin, une table bancale mais fonctionnelle. Nathalie a fait le tour en silence, posant la main sur le mur, comme pour vérifier que c'était réel. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit que c'était parfait, que c'était exactement ce dont elle avait besoin pour recommencer quelque chose. Après l'avoir installé, je suis retourné à la station. La journée a continué comme si de rien n'était, mais mon esprit restait accroché à cette rencontre inattendue. Je ne me doutais pas encore que c'était le début d'un lien qui allait changer nos vies. Ce soir-là, en fermant les portes métalliques de la station, j'ai revu ses yeux moins tristes que la veille, sa voix un peu plus stable, et j'ai compris que parfois on croise la route de quelqu'un au moment exact où il en a le plus besoin, et que cela peut donner un sens nouveau à des gestes qui, jusque-là, n'étaient que des habitudes. Épisode 3. Deux vies qui commencent à se croiser. Les semaines qui ont suivi se sont installées dans une sorte de rythme inattendu. Nathalie venait souvent au café près de la station avant son service, et il lui arrivait de s'arrêter quelques minutes pour me saluer. Parfois, c'était simplement un bonjour discret, parfois une courte conversation où elle me racontait comment se passaient ses journées, comment elle s'habituait peu à peu à la petite chambre derrière le garage de Julien. Je me surprenais à attendre ces moments-là, même si je prétendais le contraire. De mon côté, le travail n'avait pas changé. Les mêmes voitures, les mêmes clients pressés, les mêmes soirées où je restais seul à essuyer les vitres du bureau. Pourtant, tout me semblait moins monotone. Je savais que quelque part en ville, quelqu'un que j'avais aidé essayait de reconstruire sa vie. Et cette simple idée suffisait à chasser la lassitude qui m'accompagnait depuis des mois. Un vendredi soir, alors que la station était déjà fermée, j'ai entendu quelqu'un m'appeler derrière le portail. C'était Nathalie. Elle avait terminé son service plus tôt et avait marché jusqu'ici. Elle souriait, mais un sourire timide, comme si elle craignait de déranger. Je l'ai invitée à entrer, et nous nous sommes assis sur le capot d'une vieille voiture que j'étais en train de réparer pour un voisin. Le ciel commençait à se couvrir, et la ville s'illuminait peu à peu. Elle m'a raconté qu'au café, tout le monde l'avait accueillie chaleureusement, que les clients réguliers la faisaient rire sans même s'en rendre compte. Elle disait qu'elle commençait à dormir mieux, qu'elle ne sursautait plus au moindre bruit. Je l'écoutais attentivement, impressionné par sa capacité à se relever malgré ce qu'elle avait traversé. Elle parlait calmement, mais il y avait encore des moments où sa voix tremblait légèrement, comme si certaines blessures n'étaient pas tout à fait refermées. À un moment, elle s'est tue et son regard s'est perdu quelque part au-dessus des immeubles. Puis elle a soufflé. « Tu sais, si je n'étais pas tombé ici ce soir-là, je ne sais pas où je serais maintenant. » Je n'ai rien répondu. Je sentais seulement une chaleur étrange dans ma poitrine, celle qui vous surprend quand vous réalisez que quelqu'un vous accorde une importance que vous ne pensiez pas mériter. Les jours suivants, notre amitié s'est renforcée naturellement. Elle venait me voir parfois après son travail, observant les dernières voitures passer dans le rouleau de nettoyage. Je lui montrais comment fonctionnait la machine, comment je vidais les filtres ou ajustais les brosses. Elle riait en disant qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver quelque chose d'intéressant dans une station de lavage. Moi, je découvrais que sa présence rendait même les tâches les plus banales plus agréables. Une fois, elle m'a apporté des croissants du café où elle travaillait. Une autre fois, c'est moi qui l'ai raccompagnée jusqu'à sa chambre parce que la pluie tombait trop fort. Nous ne parlions jamais de ce qui s'était passé avec son ancien compagnon, sauf quand elle le mentionnait brièvement. Elle avançait, et je respectais cette démarche silencieuse. Un dimanche après-midi, nous nous sommes retrouvés par hasard au marché. Elle avait un sac rempli d'oranges, moi un paquet de pièces détachées pour un aspirateur de la station. Nous avons marché ensemble jusqu'à son café, discutant de tout et de rien. C'était simple, naturel, comme si nos vies avaient toujours été destinées à se croiser. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai compris que quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement une inconnue que j'avais aidée par hasard. C'était quelqu'un qui commençait à prendre une place dans mon quotidien, sans bruit, sans précipitation. Une présence douce, stable, presque nécessaire. Je ne savais pas encore où cela nous mènerait, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prêt à laisser entrer quelqu'un dans ma vie. Et je crois que Nathalie, elle aussi, était en train de reprendre confiance en l'avenir, un pas après l'autre. Épisode 4. Le jour où tout bascule. Le début du mois de mai avait apporté un air plus doux, et Nathalie semblait aller de mieux en mieux. Elle riait plus facilement, parlait de ses projets, évoquait même l'envie de reprendre des cours du soir pour obtenir un diplôme qu'elle avait abandonné quelques années plus tôt. Rien ne laissait penser qu'un jour viendrait troubler cette tranquillité qu'elle reconstruisait pas à pas.
Ce jour-là, j'étais en train de nettoyer les rouleaux de la machine principale lorsqu'un bruit sec a retenti devant la station. En levant la tête, j'ai aperçu Nathalie. Mais quelque chose n'allait pas. Son visage était tendu, ses yeux fixés au sol. Avant que je n'aie le temps de m'approcher, une voiture sombre a freiné brusquement derrière elle. Un homme en est sorti, furieux, le regard noir. Je n'ai pas eu besoin de demander qui il était. Son attitude suffisait. Il avançait vers elle à grands pas, répétant qu'elle devait rentrer, qu'elle n'avait pas le droit de l'ignorer. Nathalie recula d'un pas, son corps se crispant instantanément. Ses mains tremblaient comme le premier soir où je l'avais rencontrée. Je me suis interposé sans réfléchir, debout entre eux deux, demandant calmement à l'homme de partir. Il m'a fusillé du regard, a lancé quelques insultes à Nathalie et m'a menacé vaguement avant de retourner dans sa voiture. Les pneus ont crissé et le silence est retombé. Nathalie s'était laissée glisser contre un poteau, incapable de prononcer un mot. Je me suis accroupi à côté d'elle. Elle murmurait qu'elle avait peur qu'il revienne, qu'elle ne voulait pas que je sois mêlé à tout ça. Je lui ai répondu qu'elle n'avait plus rien à prouver à cet homme, que sa vie ne lui appartenait plus depuis longtemps. C'est alors qu'elle a éclaté en sanglots, mais ce n'était pas le même chagrin que la première fois. C'était celui d'un combat intérieur qui arrive enfin à son point de rupture. Après quelques minutes, elle a inspiré profondément. Elle s'est redressée, ses yeux encore humides mais déterminés. Elle m'a dit qu'elle devait lui parler une dernière fois, non pas pour revenir, mais pour fermer cette porte définitivement. Je lui ai proposé d'être présent si elle en avait besoin, mais elle a refusé. Ce qu'elle avait à dire, elle devait le dire seule. Le lendemain, elle est venue me voir en fin de journée, juste avant la fermeture. Son visage était fatigué, mais elle tenait debout avec une assurance nouvelle. Elle m'a expliqué qu'elle avait rencontré son ancien compagnon dans un lieu public, entouré de témoins. Elle lui avait dit que tout était terminé, qu'elle ne vivrait plus sous sa peur ni sous son contrôle. Il avait crié, tenté de la bousculer moralement, puis était parti. Elle ne tremblait plus en me racontant cela. Au contraire, on aurait dit qu'un poids venait enfin de se détacher de ses épaules. Je me souviens très clairement du moment où, sans réfléchir, elle s'est avancée vers moi et m'a serré dans ses bras. Un geste simple, pourtant chargé d'une gratitude que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ce n'était pas un élan romantique, à peine un refuge, une manière de dire qu'elle n'était plus seule, qu'elle n'était plus cette jeune femme brisée qui était entrée dans ma station en larmes. Nous sommes restés ainsi quelques secondes, sans parler. Puis elle s'est éloignée doucement, les yeux brillants mais sereins. Elle m'a dit merci, un merci qui avait la profondeur de tout ce qu'elle venait d'affronter. Je lui ai répondu qu'elle n'avait plus à avoir peur, que désormais elle avançait dans sa propre direction. Ce soir-là, en refermant la station, je me suis rendu compte que notre relation avait franchi un seuil silencieux. Nathalie n'était plus seulement la jeune femme que j'avais aidée un soir de détresse. Elle était devenue quelqu'un dont je ne voulais plus m'éloigner. Quelqu'un qui, sans m'en rendre compte, avait déjà pris une place importante dans ma vie. Épisode 5, le début d'une vraie vie. Les mois qui ont suivi cet affrontement décisif ont doucement façonné une nouvelle normalité pour Nathalie et pour moi. Rien n'avait été brusque. Aucun aveu soudain. Aucun geste excessif. Tout s'était installé avec la même douceur que celle des soirées d'été où la ville se calme et où l'on respire enfin plus librement. Nathalie avait retrouvé de la stabilité. Elle avait changé de travail et intégré une petite boulangerie à 2 rues de son studio. Là, on la respectait, on la félicitait pour son sérieux, et elle rentrait chaque soir avec cette odeur de pain chaud qui semblait la suivre comme une preuve discrète de sa renaissance. Moi, je continuais à travailler à la station, mais je ne voyais plus mes journées de la même manière. J'attendais ses messages, ses visites improvisées, nos discussions tardives devant la machine éteinte. Elle m'apportait parfois des pâtisseries qu'elle avait préparées elle-même, et je finissais toujours par les partager avec Julien, qui plaisantait en disant que nous allions finir par devenir une famille élargie. En vérité, c'était presque déjà le cas. Nous passions nos week-ends ensemble à marcher au bord de la mer ou à cuisiner chez elle dans sa petite cuisine blanche. Ce n'était pas spectaculaire. Pas de grandes déclarations ni de moments dramatiques. Simplement 2 jeunes adultes, 22 et 24 ans, qui apprenaient à vivre à leur rythme. Pourtant, je savais qu'il y avait entre nous quelque chose de solide, quelque chose qui s'était construit sur la confiance, l'honnêteté et une douleur ancienne que nous avions, sans nous le dire, surmontés ensemble. Un soir d'automne, le vent soufflait fort sur les toits et la station était déserte. J'avais décidé de fermer un peu plus tôt. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'avais cette sensation, presque physique, qu'un chapitre devait se refermer pour qu'un autre puisse enfin commencer. J'ai envoyé un message à Nathalie en lui demandant de passer si elle était libre. Elle a répondu qu'elle arrivait dans 10 minutes. Quand elle est entrée sous le haut-vent de la station,
ses cheveux un peu décoiffés par le vent. J'ai senti mon cœur battre plus vite que d'habitude. Elle a ri en disant que je lui faisais peur avec ce ton mystérieux. Je lui ai demandé de me suivre à l'intérieur. J'avais préparé 2 tasses de thé, comme lors de notre première rencontre, mais cette fois-ci la pièce n'avait rien de triste. Elle était éclairée, propre, presque chaleureuse. Nathalie a posé sa veste et m'a regardé longuement, comme si elle devinait qu'il allait se passer quelque chose d'important. Je me suis approché, pas trop vite, et j'ai pris une inspiration profonde avant de parler. Je lui ai dit que je me souvenais parfaitement du soir où elle était arrivée en larmes, du moment où elle avait franchi cet espace encore humide de mousse et de silence. Je lui ai dit que ce soir-là avait changé ma vie, même si je ne l'avais compris que bien plus tard. Et puis, simplement, je lui ai dit que je ne voulais plus imaginer un avenir sans elle. Elle ne m'a pas interrompu. Son regard brillait, non pas de tristesse, mais d'une émotion calme, profonde. Quand j'ai sorti la petite boîte que j'avais gardée dans ma poche depuis des jours, elle a porté sa main à sa bouche, surprise. Je lui ai demandé de m'épouser. Pas demain, pas dans un futur lointain, mais dans cette vie que nous avions déjà commencée ensemble, sans le savoir. Elle a laissé échapper un souffle tremblant, puis un sourire est apparu, un sourire que je n'oublierai jamais. Elle a dit oui, d'une voix claire, presque fière. Nous ne nous sommes pas précipités. Nous nous sommes simplement avancés l'un vers l'autre pour nous prendre dans les bras, longtemps, comme si ce geste donnait enfin un sens à tout ce que nous avions traversé. Ils se sont mariés quelques mois plus tard, dans une petite mairie entourée de leurs proches. Pas de grande cérémonie, pas de mise en scène. Juste 2 personnes qui s'étaient trouvées par hasard, au pire moment pour l'une et au moment le plus ordinaire pour l'autre, et qui avaient construit ensemble quelque chose de précieux. Aujourd'hui encore, quand je repense au premier soir, je revois cette voiture grise entrer dans la station presque vide. Je revois ce visage bouleversé et ces mots simples, « Il m'a tout pris ». Je n'imaginais pas alors qu'en réalité, la vie s'apprêtait à nous donner, tout ce dont nous avions besoin. The End.